Alors, il y a aussi quelque chose, je sais, qui vous intéresse, sans doute pour laisser trace, c'est le catalogue d'exposition, puisque une exposition, on ne le rappelle jamais assez. Vous parliez tout à l'heure de Vermeer, on l'a vu ou on ne l'a pas vu, mais si on ne l'a pas vu, on ne la reverra jamais. C'est une expérience qui est dans le temps. En revanche, le catalogue, c'est une façon de laisser une trace. Oui, le monde des expositions s'est beaucoup rapproché de celui du spectacle vivant, hein. J'ai coutume à dire qu'aujourd'hui, produire une exposition, c'est comme produire un opéra, c'est comme produire une pièce de théâtre. Et des artistes, pensons en France à Pierre Huyck, Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foster, ont vraiment travaillé, hein, sur cette dialectique entre le monde de l'exposition et le monde du temps qui passe, le monde du spectacle vivant, l'exposition comme une performance, bref. Et effectivement, il y a des traces. Alors, il y a la photo d'exposition qui pourrait faire l'objet de toute une conférence. Et il y a le texte. Et puis, ça s'incarne dans cet objet un peu étrange, le catalogue d'exposition, qui, au fond, pas si ancien que ça. C'est une création de l'après-guerre, hein, à la faveur des grandes expositions, notamment celle du Grand Palais. Avant, un catalogue d'exposition, c'était quelques pages, rarement des images. Aujourd'hui, c'est devenu une production éditoriale qui parfois se vend très bien, parfois se vend moins bien, mais qui continue. On aurait pu penser qu'avec le basculement des réseaux sociaux, le basculement dans le monde du numérique et autres, l'objet papier disparaisse. Non, on fait encore des catalogues d'exposition. Et là, tout de suite, on a très rapidement des ambivalences parce qu'il y a des très bonnes expositions qui ont des très mauvais catalogues, et il y a des très mauvaises expositions qui ont des très beaux catalogues. Et souvent, c'est une dialectique subtile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a une sorte d'équation entre les deux. Il faut vraiment penser les deux comme quelque chose de complémentaire. Et là, comme la scénographie, au fond, là, votre rapprochement était fort judicieux, je crois que le catalogue, il faut lui trouver la bonne forme. Alors là aussi, ça nécessite quelques moyens parfois, mais c'est ça qui est idéal. Quand une exposition coche toutes les cases, une espèce de moment un peu magique où la scénographie, l'ouvrage, le choix des œuvres, le titre, tout a été au zénith. Alors pour rebondir sur votre histoire de l'art envisagée de manière très large, d'un point de vue historique, j'imagine aussi géographique, je voudrais qu'on évoque quelques expositions vraiment avec de très grandes différences et qu'on commence par une expo que malheureusement je n'ai pas vue, que je ne connaissais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi vous parliez de temps en temps de nains de jardin. Et j'ai compris en effet avec cette exposition que vous avez faite, je crois, à Bagatelle en 2000, avec l'aspect, on peut dire kitsch, hein, mais en même temps, dans les années 2000, le kitsch, même avant, hein, fait partie des tendances de l'art contemporain. Donc vous avez osé cette exposition, vous avez mis, je crois que c'est 2000 nains, hein, c'est ça, hein, C'était le titre de l'expo. C'était le titre, ouais, c'est ça. Et il y en avait en effet 2000. Alors, c'est sympathique de revenir sur ce que j'appellerais peut-être une œuvre de jeunesse. C'est un peu prétentieux de qualifier ça d'œuvre, mais il y a tout ce débat sur le commissariat et le droit d'auteur. Voilà, mais en tout cas, c'est l'occasion pour moi de rappeler aussi, un peu comme on le disait tout à l'heure à propos de la scénographie ou le catalogue d'exposition, que c'est sympathique dans un projet de ne pas oublier l'humour. Voilà. Et ce qui m'a intéressé dans ce projet, évidemment, c'est de confronter à un monument historique, à un jardin historique, Bagatelle en l'occurrence, une figure que les gens détestent, enfin en tout cas que certains détestent, qui est le nain de jardin, mais comme vous l'avez dit, qui permettait de questionner au fond le jugement de goût, le kitsch. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'essayer d'écrire une petite histoire. Partant de l'Égypte antique, alors, il n'y avait pas de nain de jardin pendant l'Égypte antique, mais il y avait déjà une histoire du nain, de l'être de petite taille sculpté, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fondamentalement ce type d'exposition qui m'amuse et qui m'intéresse. Une autre exposition, pour montrer la diversité de vos programmations, c'est une expo à Pompidou, justement, 2002. Daniel Burel, le musée qui n'existait pas. Donc ça, c'est un travail avec un artiste, oui, d'accompagnement. Un travail collectif, puisqu'on était plusieurs dans le commissariat. Bon, Daniel est sans doute un des artistes les plus extraordinaires de notre pays. Et il a comme caractéristique, hein, il le dit lui-même, puisque quand il se définit, il dit il vit et travaille in situ. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'atelier, c'est l'espace qui crée la contrainte. Et donc, par rapport à une institution, il a été un des premiers, notamment dans les années 60, à nous dire attention, l'institution, il faut savoir la critiquer, il faut savoir la bouger. Voilà. Et donc, là, quand on lui a proposé de venir ici, évidemment, tout le monde attendait sa proposition. Et il ne nous a pas déçus, hein, parce que rien que dans le titre, il a voulu s'installer au-dessus du musée, c'est-à-dire juste d'ailleurs à l'étage au-dessus de nous nous trouvons,
au 6e étage, et on lui a donné une galerie d'exposition, et évidemment, ce qu'il a souhaité faire, c'est la doubler, c'est-à-dire aller à l'extérieur, et donc montrer justement aussi qu'au Centre Pompidou, ce qui en fait sa force, c'est les terrasses, c'est le trou, et ainsi de suite, et il a créé cet endroit un peu magique, qui était une succession de cellules, hein, où on retrouvait tout son vocabulaire, et je crois que pour toutes celles et ceux qui ont pu voir ce projet, ils en sont restés bouche bée. Alors, vous avez aussi participé au commissariat où je ne sais plus si vous étiez seul ou accompagné de Dada, je crois que c'est en 2005, Centre Pompidou, une expo dont vous disiez à ce moment-là, comment se fait-il qu'on n'en a pas encore fait, il faut qu'on le fasse. Et puis un catalogue, je crois savoir que je n'ai pas à manipuler, mais assez particulier, assez singulier. Ah oui, alors là, Dada, vous me touchez au cœur, hein, c'est comme Kandinsky. Maintenant que je me fais un peu vieux et que je commence à regarder dans le rétroviseur, c'est le genre de projet qui arrive une fois dans une vie. Voilà, c'est un hasard incroyable, une histoire folle, pour le faire vite et synthétique. Ici, on est plutôt une maison du surréalisme, au sens où les collections du surréalisme sont extraordinaires. Et donc, parfois, les grands spécialistes du surréalisme ont tendance à un petit peu dévaloriser le mouvement Dada et de le présenter comme une préhistoire du surréalisme. Et exactement comme vous le disiez tout à l'heure, comment on programme? Bon, on se retrouve parfois autour d'une table, puis chacun lance son sujet. Et moi, j'avais repéré ce mouvement que je connaissais très mal, mais je me suis battu pour qu'il y ait une exposition pendant 2 ou 3 ans. Parce que j'ai dit à la direction du musée à l'époque, je crois là qu'on a en germe un mouvement extraordinaire de jeunes gens qui ont décidé de changer le monde pendant la Première Guerre mondiale, et qu'on n'est pas dans une préhistoire du surréalisme, on est dans un mouvement total. Et c'est Marcel Duchamp, qui a été un des protagonistes du mouvement, qui disait en fait, il y a le mouvement Dada, mais il y a surtout un esprit Dada qu'on retrouverait aujourd'hui chez certaines personnes. Et après un peu de combat, c'est vrai, la possibilité de programmer l'exposition s'est concrétisée. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez fou, c'est qu'on s'est rendu compte un peu par hasard qu'aux États-Unis, une équipe en parallèle travaillait sur l'exposition, mais n'en avait pas parlé. Et donc, on a rassemblé nos forces pour faire un projet un peu unique, voilà, qui, je crois, rendait hommage à la diversité du mouvement, avec effectivement, on en parlait tout à l'heure dans la dialectique avec l'ouvrage, il fallait trouver une forme d'ouvrage. Et moi, en fait, c'était l'époque qui maintenant paraît presque éloignée, où dans les halls d'immeubles, vous savez, on déposait les annuaires, et on prenait son annuaire, voilà. Et puis, je vois l'annuaire, et on patinait, on ne trouvait pas d'idée. Puis je me dis, mais voilà, il faut faire un annuaire Dada, parce que c'est léger, c'est pas prétentieux, on peut y mettre des dizaines de choses. Donc, je suis allé voir l'imprimerie des Pages Jaunes à l'époque, et ils étaient prêts à nous offrir le catalogue. Et donc, je voulais faire un grand mur dans l'exposition, où chaque visiteur, alors on aurait dû contrôler un petit peu, mais serait parti avec son annuaire Dada. Voilà. Les gens ici m'ont pris pour un fou furieux, me dire « mais non, jamais de la vie, ça se vend, ça ne se donne pas », et ainsi de suite. Mais on a gardé quand même l'idée de l'annuaire. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il n'a pas tant vieilli que ça, parce qu'on m'avait promis qu'il jaunirait, qu'il vieillirait, mais il reste tout à fait sympathique comme ouvrage. Et, voilà. Et quand je me retourne, voilà, quand on va avoir un petit moment de fierté, je me dis, bon, là, on ne s'est pas totalement trompé, et ça a été un beau moment. Voilà. Et c'est important aussi d'évoquer le fait que le Dada, ce n'est pas que le pré-surréalisme, et que certainement Dada a inspiré beaucoup de tendances comme Fluxus ou comme bien d'autres jusqu'à aujourd'hui, est plus difficile à lire par rapport au surréalisme qui éclate de ses peintures. Vous avez tout à fait raison. Ce qui, comme dirait Picabia, qui a été aussi un des grands protagonistes de Dada, j'ai une tête ronde pour aller dans toutes les directions. Et c'est ça qui est passionnant dans le dadaïsme. C'est que d'abord, il est multipolaire, il y a plein de centres, en Europe, aux États-Unis, en Asie, et puis il utilise tous les médias. La revue, la poésie, la musique, voilà. Je pense que ça reste un mouvement d'avant-garde extraordinaire. C'est ce qui fait que son œuvre est plus difficile à lire, Picabia, justement, pour cette diversité des formes. Alors, une expo que je ne connaissais pas, même si je connais le lieu Martin Gropius-Bau, lieu magnifique à Berlin, qui s'appelle Peinture. Bon, là, un titre qui dit ce que c'est, mais surtout avec un choix que je trouve que j'aime beaucoup, qui est
j'avais envie de qualifier de hasard, mais finalement l'alphabet, ce n'est pas tout à fait du hasard, puisque vous avez décidé d'exposer les peintres par ordre alphabétique, de nom de peintre, c'est ça, pour créer du dialogue ou de la collision ou de l'échange, là où on n'aurait pas forcément eu l'idée de le faire, c'est ça? Oui, alors parfois j'aime les titres à un seul mot comme ça, un peu strict, un peu brut, mais ce qu'il faut pour expliquer ce projet, c'est se remettre dans le contexte. Pour le coup, là, c'était une expo de commande. On était dans la célébration de la France à Berlin et donc on me demande si j'ai une idée d'exposition. Je dis, bah, écoutez, l'Allemagne à l'époque, encore aujourd'hui, c'est le grand royaume de la peinture. Allons-y, montrons que nous aussi, on a quelques peintres. Que n'avait fait là voilà, bon. Mais qui dit choix, on en a parlé tout à l'heure par rapport au commissariat, pour ce genre de projet, c'est un petit peu ambigu parce qu'on va dire, mais pourquoi? Est-ce qu'on va aller faire des thématiques, des sujets, des sous-chapitres? Et j'ai décidé d'être radical. Et donc, je me suis souvenu, là encore, d'un geste dada de Duchamp, qui lui-même, dans un salon de peinture, avait décidé d'accrocher de manière alphabétique. Et je me suis dit, au fond, dans notre métier de commissaire, c'est ce qu'on fait tous les jours. On consulte des inventaires et ainsi de suite. Donc, j'ai pris de A à Z et j'ai choisi, alors selon des critères assez simples, hein, c'est en fonction des dimensions des murs, en fonction de la qualité des œuvres. J'ai essayé de choisir des belles œuvres, ou en tout cas des œuvres représentatives des artistes, uniquement dans les collections publiques de notre pays, partant de A à Z, et on a fait ce projet. Je ne dois pas vous cacher, lapsus, que ça a été surprenant et que je m'en suis pris plein la figure, mais j'ai aimé parce que je trouvais que ça, alors que l'expo aurait pu être neutre, laisser tout le monde indifférent et tout ça, bon, au fond, il y a eu tout un débat, mais pour qui se prend-il? Pour montrer de la peinture française en Allemagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte, parce que c'était un des critères fondamentaux, tout le choix des peintres que j'ai fait, qui étaient des peintres contemporains, des grandes stars, 90 ou 95% n'avaient jamais été montrés à Berlin. Donc c'est là où aussi, pour moi, ça questionnait l'Europe, c'est-à-dire cette Europe qu'on cherche toujours à construire, culturelle notamment, deux voisins, deux grands voisins, s'ignorent totalement. C'est-à-dire qu'on peut encore être dans des logiques où on nous explique la mondialisation, la globalisation, mais non, quelque chose d'aussi simple qui est de montrer de la peinture, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences.